Bonjour. Aujourd'hui, on commence le cours 18. Alors, ce qui est au programme, c'est qu'on va continuer à faire des exercices où on va utiliser le principe de conservation de l'énergie, mais il y aura aussi un nouveau petit concept là, qui va être ajouté, c'est comment calculer la puissance faite par une force pendant un déplacement. Juste une petite parenthèse avant de commencer. Il est possible que vous ayez de temps à autre des bruits de scie mécanique, mais c'est pas très fort, là, mais c'est que mon deuxième voisin fait tailler, ben ils n'ont pas le choix, là, c'est un arbre qui était mort là, dans leur cours, mais qui est énorme. Fait qu'Hydro-Québec est en train de couper ça, mais ça prend des heures, donc là, j'ai pas le choix. C'est maintenant que ça se passe. OK, donc on commence avec l'exemple 4i à la page 21 de vos notes de cours. Donc ici, on décrit le mouvement d'un bloc au bout d'un ressort, mais à noter que le bloc n'est pas rattaché au ressort. Donc là, ce qui se passe au départ, c'est que le ressort va être comprimé de 20 cm. On va relâcher le bloc. Il y a présence de frottement sur le plan incliné. Puis là, ce qu'on remarque en observant le mouvement, c'est que après avoir fait un 20 cm en contact avec le ressort qui le pousse, le bloc continue son chemin seul sur un autre 30 cm. Donc, il se déplace de 50 cm là, à partir du moment où on le relâche jusqu'à ce qu'il sa vitesse atteigne zéro au point le plus élevé de son mouvement. Donc là, on voudrait savoir en A quel est le module de la force de frottement qui est présente sur le plan incliné. Donc, on va aller chercher ça de façon, à partir des informations qu'on a pour calculer l'énergie mécanique initiale et l'énergie mécanique finale. Parce que, dans le fond, vous savez, le travail du frottement, c'est un travail d'une force non conservative. Fait qu'on va pouvoir aller l'extraire à partir du travail non conservatif. Le travail non conservatif, je vous rappelle, dans le fond, que si on prend l'énergie mécanique initiale, on lui ajoute le travail non conservatif, donc toutes les forces non conservatives, on va obtenir l'énergie finale. Donc, autrement dit, le travail des forces non conservatives, c'est la variation, c'est égal à la variation de l'énergie mécanique. C'est aussi ce qu'on a vu un peu dans le laboratoire là, 8, la partie avec du frottement. Alors, on commence par établir la position, la référence de hauteur comme étant le point zéro. Donc, on y va avec ce qui est le plus simple ici, c'est d'attribuer la position zéro au point de départ, la hauteur de départ du bloc. Donc, ça veut dire que on va pouvoir être en mesure de calculer la hauteur finale puisqu'on connaît l'angle d'inclinaison du plan et on connaît aussi le déplacement du bloc le long de l'hypoténuse du triangle que vous voyez sur la figure. On va y revenir un petit peu plus tard. Continuons sur l'énergie mécanique à la position initiale. Donc, comme on a déjà dit, la hauteur initiale va être de zéro. Alors, il n'y aura pas d'énergie potentielle gravitationnelle au moment du départ du bloc. On peut aussi déduire qu'il n'y aura pas d'énergie cinétique puisqu'on va relâcher le bloc, il n'a pas encore de vitesse. Donc, le terme ici, K initial, est égal à zéro aussi. En fait, on remarque que toute l'énergie initiale est sous forme d'énergie potentielle élastique qui est présente à cause de la compression du ressort. Donc, le ressort est comprimé de 20 cm. Alors, on peut calculer cette énergie-là en faisant 1/2 fois la constante de rappel du ressort de 50 Newton par mètre fois la compression initiale de 0,2 mètres au carré. Alors, ça nous donne exactement 1 joule. Donc, on a 1 joule d'énergie dans notre bloc au début du mouvement. Maintenant, si on regarde la position finale, donc comme je l'ai mentionné, on peut aller chercher la hauteur finale en faisant simplement l'hypoténuse ici du triangle fois le sinus de l'angle d'inclinaison du plan, puisqu'on cherche en fait le côté opposé. Donc, on obtient ici, avec le calcul qui est montré, une hauteur finale de 0,301 m. Ensuite, si on considère quels sont les termes qui sont présents de type d'énergie mécanique à la fin, bien, on va avoir certainement une énergie potentielle gravitationnelle finale qui est non nulle puisque la hauteur n'est pas zéro. Mais par contre, c'est le point le plus élevé du mouvement du bloc. Donc, soit il va s'arrêter là ou il va redescendre, mais en tout cas, sa vitesse va atteindre la valeur de zéro. Il n'y aura pas d'énergie cinétique à cet endroit-là. Puis, le bloc n'est plus en contact avec le ressort. Il n'a pas... Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le ressort ayant atteint sa longueur naturelle, vu que le bloc n'était pas rattaché au ressort, ben, le bloc a continué son chemin tout seul. Donc, il n'y a plus d'énergie potentielle élastique dans le mouvement à cet endroit-là. Donc, toute l'énergie potentielle
non, l'énergie mécanique finale est sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. On la calcule et on obtient qu'il reste moins d'énergie à la fin du mouvement. On a 0,59 joules qui nous reste. Ça, c'est parce qu'il y a une force non conservative, au moins une, là, qui a fait perdre de l'énergie ici au bloc. Si on regarde les types de forces qu'il y a sur le bloc, on a la force de gravité. Donc, ça, c'est une force conservative. Elle n'entre pas dans le terme ici du travail des forces non conservatives. Elle est déjà prise en considération dans les énergies potentielles gravitationnelles qu'on a calculées au début et à la fin. Même chose pour la force qui est présente dans le ressort. Donc, la force dans le ressort est une force, est l'autre type de force conservative. Donc, elle est déjà comptabilisée avec les énergies potentielles élastiques. Il reste deux forces qui sont présentes qui ne sont pas conservatives, c'est la normale et la force de frottement. La normale étant perpendiculaire au mouvement, ici, elle ne fait pas de travail. Donc, le seul travail non conservatif, c'est le travail de la force de frottement. Fait qu'on va pouvoir isoler le travail de la force maintenant qu'on connaît on connaît les énergies initiales et finales. Donc, voici le travail de la force de frottement. C'est égal à la variation d'énergie mécanique, donc l'énergie mécanique finale moins initiale. C'est un travail négatif puisqu'il entraîne une perte d'énergie. Donc, on a moins 0,41 joules. Sachant cela, on peut aller chercher assez facilement maintenant le module de la force de frottement. Donc, parce que le frottement est une force constante, on peut établir que son travail se calcule comme l'intensité de la force ou le module fois la grandeur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force elle-même et le déplacement. Donc, ils sont de sens opposé. Le bloc se déplace vers le haut du plan alors que la force de frottement est vers le bas du plan incliné. Donc, on a le cos de 180 degrés. En posant l'égalité ici avec la perte d'énergie de 0,41 joules, on obtient que le module de la force de frottement est de 0,82 newton. Donc, vous remarquez ici, on est allé chercher un frottement cinétique, son intensité, sans avoir besoin de connaître le coefficient de frottement cinétique ni la normale. Donc, on y est allé de façon moins directe, là, mais en connaissant les énergies. Maintenant, en B, on demande quelle est la vitesse du bloc au moment où il a avancé de 20 cm. Donc, finalement, au moment où il va quitter le ressort. Donc, maintenant qu'on connaît le module de la force de frottement, on va pouvoir l'utiliser. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de croire que le travail de la force de frottement reste identique. Parce que là, on a réduit la longueur du déplacement. OK? Donc, il va falloir recalculer ça. Là aussi, on va partir du même point initial. Dans le fond, on va appliquer le principe de conservation de l'énergie à partir du point où on relâche le bloc. Mais le point final, lui, va être moins élevé. Là, c'est quand le bloc va atteindre 20 cm là, plus loin sur le plan. Donc ici, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se reposer la question pour quelle est l'énergie mécanique initiale. On a le même paramètre de hauteur que dans la question A. Donc on a 1 joule d'énergie mécanique initiale. Pour la force de frottement, comme je l'ai mentionné, le déplacement n'est plus de 50 cm, c'est de 20 cm dans ce calcul-là. Donc ici, on ajuste notre calcul pour obtenir le travail de la force de frottement sur cette portion-là donc du plan incliné. Et moins 0,164 joules. Ça nous permet de calculer quelle est l'énergie qui va rester à la fin. À la fin, donc, la nouvelle fin, là, lorsque le bloc est rendu 20 cm plus haut le long du plan. Donc, on prend notre énergie mécanique initiale de 1 joule, on lui ajoute, donc je dis bien on lui ajoute le travail de la force non conservative, la seule qui est non nulle, le seul travail qui est non nul, donc on lui ajoute moins 0,164 joules, puis ça nous donne qu'est-ce qui reste comme énergie. Donc, on obtient qu'il reste 0,836 joules après que le bloc ait cheminé de 20 cm. Sachant cela, maintenant, on va aller calculer quelle est sa vitesse, mais à partir de son énergie cinétique, parce que l'énergie finale qu'on a obtenue est possiblement composée d'une énergie potentielle gravitationnelle finale, une énergie cinétique finale ou une énergie potentielle élastique finale. Bien, en fait, il y a une énergie qui est nulle ici, c'est l'énergie potentielle élastique, parce qu'à la fin, le ressort atteint tout juste sa longueur naturelle, donc il n'est plus en compression, n'est pas non plus en étirement. Par contre, les deux autres termes ne sont pas zéro. On a une énergie potentielle gravitationnelle à la fin, puisque la hauteur est plus élevée que le point qu'on a considéré comme étant zéro.
On calcule ici, donc j'ai intégré le calcul de la hauteur à même l'équation complète. Donc on a l'énergie finale ici qui est 0,836. Ça va être égal à la somme de l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique. Et dans l'énergie potentielle gravitationnelle, j'ai fait mgh, h qui est l'hypoténuse de 0,2 m sin de 37. Donc, on continue le calcul. On peut aller soustraire notre énergie potentielle gravitationnelle, donc en la déplaçant à gauche du égal. Puis là, on peut isoler ensuite la vitesse, le module de la vitesse à cet endroit-là. Donc, le bloc va avoir une vitesse de 2,45 mètres par seconde. Il y a une dernière question pour cet exemple-là. On dit, si le bloc redescend, bien, quelle va être la compression maximale du ressort? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on avait un système qui n'avait pas de frottement, où le frottement était négligeable, on aurait un système où est-ce que le bloc va et vient là, en montant et en redescendant de façon continue. Parce qu'il n'y aurait pas de perte d'énergie. C'est un système qui serait pas très réaliste, là. Mais autrement dit, quand le bloc reviendrait, il comprimerait le ressort de 20 cm. Mais là, ce ne sera pas le cas parce que le bloc a perdu de l'énergie en montant, il va perdre de l'énergie en descendant encore. Donc, on peut présumer que la compression maximale du ressort suite à sa descente va être moins de 20 cm. La question, c'est combien que ça va être. Vous voyez ici, j'ai illustré comme dans le fond, le bloc, ce qu'on sait, c'est qu'il avait dépassé de 30 cm l'endroit où le ressort avait atteint sa longueur naturelle. Fait que là, il va commencer par descendre de 30 cm, puis ensuite, il va aller descendre d'un supplément là, qui correspond à la compression maximale du ressort. Donc, notre déplacement ici, c'est important de réaliser que il est égal à 0,3 m plus, la compression maximale du ressort si on s'intéresse seulement à la descente du bloc. C'est ce qu'on va faire ici, ça simplifierait les calculs. Ma position 0, je ne vais pas la garder au même endroit que dans les questions A et B. La raison, c'est que le bloc, vu qu'il ne va pas redescendre jusque-là, ben c'est pas vraiment avantageux de garder cette position-là parce que là, il faudrait tout exprimer les hauteurs, y compris celles inconnues qu'on cherche à la fin, par rapport à une hauteur qui est plus basse. Il est plus facile ici de dire qu'on regarde simplement la descente du bloc, on fait le bilan des énergies initiales et finales, puis on sait qu'à la fin, sa hauteur, ça va être le nouveau zéro. Donc, là, notre hauteur initiale va dépendre de l'hypoténuse ici, qui est la somme delta L maximale plus le 0,3 m. OK, alors mon énergie mécanique initiale, maintenant, va être différente de tantôt, là. Donc, on va avoir une énergie potentielle gravitationnelle initiale qui va être non nulle, puisqu'on est plus haut que l'endroit où on va placer notre zéro pour ce mouvement-là, qui sera la compression maximale. Fait que ça, ce ne sera pas zéro. Par contre, on sait que l'énergie cinétique ici va avoir été on va avoir une vitesse de zéro là, temporairement pendant que la vitesse a changé de direction. Donc, elle est passée, disons, supposons, d'un axe qui est vers le haut du plan d'une valeur positive à négative. Alors, l'énergie initiale cinétique est zéro. Puis, l'énergie potentielle élastique aussi est zéro au début puisqu'on n'a aucun contact avec le ressort. Alors là, maintenant, ça veut dire que toute mon énergie mécanique initiale, c'est mgh, là, la masse fois la hauteur, la masse fois g, fois la hauteur initiale. Bon, quelle est ma hauteur initiale? Bien, ça va être égal à mon hypoténuse fois le sinus de 37 degrés, l'inclinaison du plan. Par contre, je ne veux pas m'ajouter un autre inconnu. Donc, si j'avais dit, par exemple, ça c'est mon déplacement delta S, sin de 37, bien, j'aurais une inconnue ici. J'aurais comme artificiellement ajouté une inconnue puisque le delta S est directement lié au delta L maximal qu'on cherche. Fait que je vais plutôt énoncer tout ce qui est déplacement en fonction de l'inconnu qu'on veut trouver. Donc ici, j'ai indiqué que le déplacement le long de l'hypoténuse, c'est 0,3 m plus l'inconnu, la compression maximale dans le ressort. Fait que je ne pourrais pas trouver une énergie initiale en joules, mais je vais quand même distribuer ici mes termes pour avoir un peu d'avance lorsque je vais mettre ça dans une équation. Fait qu'on obtient que c'est équivalent à 0,354 plus 1,18 delta L maximal. Maintenant, si je regarde le travail fait par la force de frottement, bien, on a toujours la même intensité de force de frottement, puis c'est notre déplacement ici qui a changé. Les directions aussi du mouvement et du frottement respectivement se sont inversées, mais elles demeurent quand même à 180 degrés l'une de l'autre.
Donc, j'ai encore ici indiqué que le déplacement, c'est 0,3 mètres plus la compression maximale. Donc, ça exprime le travail fait par la force de frottement pendant la descente du bloc. Encore une fois, j'ai distribué ici les valeurs dans la parenthèse, ce qui me donne que le travail du frottement équivaut à moins 0,246 moins 0,82 delta L max. Maintenant, pour ce qui est de l'énergie finale, l'énergie mécanique finale, ben là, on sait qu'elle peut être obtenue d'une part en faisant l'énergie mécanique initiale, plus le travail des forces non conservatives. Là, c'est la même conclusion que tantôt. Le travail de la normale, qui est l'autre force non conservative, est de 0. Donc, le travail non conservatif ici est le frottement. Donc, ici, j'écris ça dans une équation. J'ai pris mon énergie mécanique initiale, l'expression que j'avais trouvée. Je lui ai ajouté le travail non conservatif fait par la force de frottement. Puis ça devrait me donner mon énergie mécanique finale. Mais mon énergie mécanique finale, je vais regarder de quoi elle va être constituée. Okay? Donc, à la fin, la hauteur va être devenue 0 selon ce que j'ai choisi comme nouvelle position là, pour mesurer mes hauteurs. Donc, ici, il n'y aura pas d'énergie potentielle gravitationnelle finale. Est-ce qu'il y aura une vitesse? La réponse est non, parce que le bloc va ralentir jusqu'à atteindre la compression maximale du ressort, puis ensuite, il va inverser son mouvement. Donc, la vitesse va passer par 0 à la compression maximale. Ça veut donc dire que toute l'énergie finale va être sous forme d'énergie potentielle élastique. Alors, elle va pouvoir être ici remplacer le EF par une demi fois la constante de rappel K fois la compression maximale au carré, celle que l'on cherche. OK? Fait que c'est ce que j'ai fait ici. OK. À gauche du égal, j'ai juste simplifié ce que j'avais déjà. Puis là, j'ai indiqué qu'à droite, mon énergie finale, c'est sous forme d'énergie potentielle élastique. Vous voyez ici qu'on se retrouve avec une équation du second degré. Donc, on doit isoler les racines d'une équation de parabole. Fait qu'on va aller apporter tous les termes du même côté de l'égalité. Puis, on va pouvoir appliquer notre fameuse équation là, pour trouver les racines. Alors, j'ai ici seulement écrit la solution qui est positive parce que, dans le fond, on obtenait une solution négative, mais on a indiqué que la compression, tout comme l'allongement, on l'a définit comme une valeur absolue. Donc ici, on s'attendait à trouver une valeur positive. Autre indication, c'est si jamais on avait calculé une des deux solutions comme étant plus grande que 20 cm, faut la retrancher parce que le ressort ici, si au départ, quand il avait toute son énergie, là, le bloc, le ressort était comprimé de 20 cm, puis que là, le bloc a perdu de l'énergie, il est impossible qu'il comprime à 20 cm ou plus. Là. Donc, on retient finalement que la solution, la bonne, c'est que la compression maximale du ressort, suite au retour du bloc, va être de 7,33 cm. Remarquez qu'on la calcule en mètres, mais là, je l'ai transformée en centimètres quand j'ai écrit la réponse. OK, donc on arrive au prochain thème qui est la puissance. Ça, c'est pas, on ne fera pas des gros problèmes à développement avec la notion de puissance, mais ça pourrait être une sous-question là, dans des exercices d'énergie ou de travail. La notion est vue dans les notes de cours à la page 30. Alors, la puissance, ces unités, ce sont des watts. Donc, c'est quelque chose qui nous est familier. Chaque fois qu'on achète un appareil électrique sur la boîte, ça va être écrit le nombre de watts. Par exemple, un séchoir 1200 watts, un micro-ondes 1000 watts, peu importe. OK? Alors, qu'est-ce que c'est, voyons, que des watts? Ce sont des joules par seconde. Puis, dans le fond, ça exprime, le mot le dit, là, ça exprime la puissance d'un appareil électrique parce que, bien sûr, on peut avoir un appareil qui va produire, disons, je ne sais pas, 1000 watts, mais s'il produit 1000 watts en un an, il n'est pas, donc, il n'est pas puissant. Mais s'il produit 1000 watts par seconde, bien, il est très puissant comparé à l'autre. OK? Donc, ça permet de comparer les puissances des moteurs, les puissances des appareils électriques, les micro-ondes, etc. Donc, c'est une valeur qui est très, très utile. Puis, c'est aussi remarqué un thème, la puissance, qui va revenir dans vos cours d'électricité et dans vos cours d'ondes et physique moderne. La puissance dans les circuits électriques, on l'utilise beaucoup. Puis aussi la puissance au niveau de la lumière, la puissance lumineuse. Donc, c'est quelque chose qui va revenir. La définition qui va revenir à chaque cours, c'est celle-ci. Okay? La puissance, en général, on peut dire que c'est une variation d'énergie
pour une variation de temps. Si on regarde qu'est-ce que c'est qu'un watt, on comprend que c'est ça, c'est des joules par seconde. Donc, c'est un taux de production d'énergie. On peut remplacer la variation d'énergie par le symbole du travail parce que c'est équivalent. Le travail, c'est la variation d'énergie entre deux points ou deux moments, etc. OK? Donc, ici, ça, c'est vraiment la définition qui va être commune dans tous vos cours de physique. Si on l'adapte à mécanique, le cours de mécanique, on peut dire que le travail fait par une force qui agit pendant un déplacement, si la force est constante, on peut remplacer ici le numérateur par l'équation force fois déplacement fois cos de l'angle entre les deux vecteurs force et déplacement. Donc, on divise ça par le temps, ça donne la puissance. Mais dans cette expression-là, dans le fond, on peut remarquer qu'on retrouve la définition d'une vitesse moyenne, un déplacement par rapport au temps, donc à un intervalle de temps. Fait qu'on peut réécrire l'équation de la puissance d'une façon adaptée pour le cours de mécanique. Si on parle ici d'une vitesse moyenne, on va parler d'une puissance moyenne. Okay? Donc, c'est la force. Ça, c'est pour trouver la puissance faite par une des forces. Okay? Donc, on prend le module de la force, on prend l'intensité de la vitesse et la vitesse moyenne et on multiplie par le cosinus de l'angle entre la vitesse et la force. À remarquer que l'angle entre, c'est-à-dire la direction de la vitesse va être la même que la direction du déplacement. Donc, c'est à toute fin pratique ici le même angle qu'on utiliserait dans le travail, dans le calcul du travail. Donc, ces deux équations-là vont être utiles. Ça dépend de ce que vous avez dans votre problème comme information. Si ce que vous connaissez, c'est le travail, bien, alors vous allez calculer la puissance moyenne avec l'expression qui est 4,10 ici. Mais si ce que vous avez, c'est une force puis une vitesse, bien là, vous allez calculer la puissance moyenne avec l'expression qu'on a été extrapolée là, à partir de la définition du travail, donc celle-ci. Remarquez qu'on peut aussi ramener les paramètres ici à une puissance instantanée si on diminue l'intervalle de temps sur lequel on fait l'analyse. Okay? Donc, bien sûr, on pourrait dire que la puissance instantanée, bien, si on prend un tout petit intervalle de temps infinitésimal, bien, ça revient finalement à la dérivée de la fonction de travail par rapport au temps. Mais on peut aussi, de façon plus utile dans le cadre de notre cours, là, ça va être d'écrire que la puissance instantanée, bien, c'est un peu comme, c'est basé sur le même raisonnement que tantôt. C'est juste que notre intervalle de temps devient infiniment petit. Fait que là, la vitesse ici devient une vitesse instantanée. Si on a la vitesse instantanée à un moment précis, même si le système est en train d'accélérer, si on a la vitesse au moment qui nous intéresse, on peut calculer la puissance. Bien sûr, il faut aussi la force au même moment et aller chercher l'angle entre les deux. OK? Donc ça fait un peu le tour des équations pour la puissance. Fait que dans le fond, on peut voir l'équation pour la puissance moyenne là, en fonction de la force, c'est un peu la même équation que pour la puissance instantanée en fonction de la force. C'est juste que l'intervalle de temps est soit très très court ou plus prolongé. Donc on va aller faire un exercice qui parle un peu de cette notion-là. Puis après ça aussi, ça va être intégré dans un autre exemple d'énergie. Juste avant de commencer aussi, il y a une conversion d'unité qui va revenir de temps en temps quand on parle de plus gros appareils. Là. Par exemple, des moteurs de voiture. Il y a une unité qui est quand même encore pas mal utilisée qui s'appelle les chevaux vapeur. Ça se peut qu'il y ait des problèmes où est-ce qu'on parle de puissance en termes de chevaux vapeur. Le symbole vient de l'anglais, là, c'est pas CV pour chevaux vapeur, mais plutôt horsepower, donc HP. Fait qu'on va le voir dans l'exemple ici. Mais vous avez le facteur de conversion dans vos notes de cours. C'est 1 cheval vapeur, je pense que c'est 746 watts. Donc, on fait juste une règle de 3 ou un produit croisé. Alors ici, on va regarder l'exemple 4J. On dit qu'une voiture nécessite une puissance de 12 chevaux vapeur pour rouler à l'horizontale sur une route donc horizontale avec une vitesse de module 80 km/h. On demande maintenant quelle serait la puissance requise par le moteur si on veut rouler à la même vitesse en montant une pente inclinée à 10 degrés de l'horizontale. Donc, on va commencer par analyser la situation à l'horizontale. Alors, comme j'ai mentionné, on doit transformer nos chevaux vapeur en watts, OK? Parce que l'unité, vraiment dans les calculs, l'unité du système international, c'est des watts, OK?
Donc, on utilise un facteur de conversion. 12 chevaux-vapeur, c'est équivalent à 8952 watts. Il faut aussi convertir nos kilomètres à l'heure par heure en mètres par seconde. Donc, on a une vitesse ici de 80 km/h, ce qui équivaut à 22,22 mètres par seconde. OK. Alors, je ne reviens pas sur les détails ici, vous l'avez fait beaucoup dans la section 3. Donc, maintenant, on va aller chercher quelle est on a la puissance, on a la vitesse, puis on va aller chercher quelle est la force qui s'exerce pour faire avancer la voiture, donc la force du moteur. Donc, ici, si on place nos valeurs qu'on connaît, OK, on a la puissance du moteur en watts, on a la vitesse en mètres par seconde, puis on doit aller chercher l'angle entre la vitesse et la direction dans laquelle agit la force du moteur. Mais la force du moteur, dans le fond, même si c'est quelque chose qui est un peu invisible, là, ça propulse la voiture vers le devant, donc c'est dans la même direction que le déplacement de la voiture. Donc, il s'agit du cosinus ici de 0 degré. Le cosinus de 0 degré, ça fait 1. Donc, on obtient ici que la force que le moteur doit fournir à l'horizontale, c'est 402,9 newtons. Ça nous donne une indication qu'il y a présence de frottement. Parce que rappelez-vous, sur une route à l'horizontale, s'il n'y avait aucune résistance, ben la voiture pourrait continuer à vitesse constante sans qu'une force agisse dessus. Donc là, il y a une force qui agit dessus. Ça veut dire que si elle va à vitesse constante, ben il y a nécessairement, c'est pour contrer et annuler une autre force. Okay? Si on regarde la deuxième loi de Newton dans la situation ici, où est-ce que l'accélération est nulle, donc la vitesse est constante à 80 km/h. Si on regarde le diagramme des forces sur la voiture, c'était à l'horizontale, on a simplement, au niveau des forces horizontales, la force du moteur qui est directement annulée par la force de frottement. Bon, quelle est cette force de frottement? Sa nature, là, il y a plusieurs sources. En gros, là, à 80 km/h, il y a beaucoup de frottement de l'air. Donc, il y a une résistance au niveau du frottement de l'air sur la voiture. Mais il faut penser aussi qu'il y a toutes sortes de petites frictions internes là, dans les mécanismes de la voiture qui peuvent aussi faire perdre de l'énergie. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. C'est une force de résistance ici. Donc, ici, ben, on en déduit que la force de résistance de l'air sur la voiture et des mécanismes, c'est d'abord nécessairement égal à 402,9 pour que ça annule, ben, ça soit annulé par la force du moteur puis que la voiture aille à vitesse constante. Donc, on peut présumer que la voiture, si elle va à l'horizontale, puis qu'elle elle subit cette force de résistance-là, il n'y a pas vraiment de raison de penser que la force de résistance va être différente à 10 degrés. Parce que le frottement ici de l'air va être pas mal le même, le frottement des mécanismes de la voiture aussi. Donc, on va pouvoir garder la force de résistance et l'appliquer à la voiture qui monte la pente. Donc, là, c'est ce qu'on va aller analyser ici. Alors ici, si je refais mon diagramme de force, j'ai la force du moteur vers le haut de la pente et j'ai la force de résistance. Oh, mon vecteur, il est blanc. OK? On imagine qu'on voit le vecteur ici qui est parallèle à la pente, mais vers l'arrière. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir aller calculer quelle est la force du moteur, donc que le moteur doit fournir lorsqu'il monte la pente. Mais elle n'est plus égale à simplement 402,9 parce que la voiture est de masse non négligeable. Donc, le poids ici, maintenant, on voit qu'il agit un peu selon la direction du mouvement. Donc, on prend un axe des X là, qui est parallèle au plan incliné et vers le haut. Si on fait la somme des forces en X, les composantes X, leur somme doit donner la masse de la voiture fois l'accélération, sa composante en X. À noter ici qu'on suppose que la masse de la voiture inclut les passagers et tout. Donc, si on regarde les composantes, on a la force du moteur qui est positive et qu'on cherche. On va pouvoir soustraire la force de frottement, de résistance qui est directement négative, de sens contraire à notre axe des X qui est vers le haut du plan incliné. Puis ça, on la connaît, c'est 402,9. Puis on va ajouter à ça une composante en X pour le poids. Donc, si on y va avec l'orientation conventionnelle, ben, on va faire simplement ici 270 moins le 10 degrés qui est présent entre le poids et le Y négatif. Donc, ça revient ici à une composante de poids en X de 1000 kg fois 9,8 fois le cos de 260 degrés. Ça va donner une valeur négative. Donc, on obtient ici que la force du moteur, maintenant,
doit être de 2104,7 newtons pour monter la pente à vitesse constante. Maintenant, si on applique ça, on revient à l'équation de la puissance, parce que la question était quelle est la puissance que doit fournir le moteur. Bien, on a ici une vitesse qui est la même que tantôt. Toujours aussi un angle de 0 degré entre le sens exercé par la force du moteur et le déplacement ou la vitesse. Donc, on va obtenir une nouvelle puissance avec la nouvelle intensité de la force. Ça nous donne ici 46 766 watts. Si on la remet en chevaux-vapeur, donc on divise par le 746 watts par chevaux-vapeur, on va obtenir que la puissance fournie par le moteur doit nécessairement être de 62,7 chevaux-vapeur. Je ne sais pas si vous remarquez, ici, on est parti de 12 chevaux-vapeur, puis pour une inclinaison de 10 degrés, on a comme à peu près quintuplé la puissance nécessaire qui doit être fournie par le moteur. Donc ça, c'est la principale raison pourquoi, naturellement, la voiture, là, quand on la conduit, si on monte une côte, on va ralentir un peu. On va perdre la vitesse, puis en même temps, on va sentir aussi que le moteur là, doit fournir un effort vraiment plus grand. En diminuant notre vitesse, c'est qu'il y a beaucoup moins de résistance, donc ça va venir aider la voiture là, un peu, c'est-à-dire le moteur va devoir fournir un petit peu moins grande force. Fait que c'est ça. L'autre point, par exemple, c'est que 10 degrés, c'est dans la vie de tous les jours, même si ça semble un angle qui n'est pas grand, c'est quand même une pente assez élevée. Donc, on gravit pas des pentes de 10 degrés à tous les jours. Là. Ben, ça dépend des pays dans lesquels on habite là, ou des régions. Mais en gros, là, c'est une bonne pente. OK. Fait que ça fait un peu un retour là, sur la notion de puissance, mais c'était pas vraiment dans. On l'a présenté ici dans un cadre juste plus général, là, un petit retour avec un système à l'équilibre. Là, on va revenir, on va l'intégrer à une des sous-questions, là, en fait la dernière, de notre exemple sur le saut en bungee. Donc, un autre exemple avec qu'on va faire par énergie. Donc, je vous montre ici, bon, vous savez c'est quoi, un saut en bungee, là, donc quelqu'un qui se pitch. OK, on va supposer que c'est laissé tomber, là, pour simplifier les calculs, puis que tout se passe à la verticale, là, comme sur la vidéo, si ce n'est pas le cas. Mais, donc, on suppose qu'une personne ici de 70 grammes, 70 grammes, non, 70 kilogrammes, s'est laissé tomber. Puis, la longueur de l'élastique, on suppose qu'elle était 7 mètres. Donc, ça veut dire qu'il va être en chute libre pendant 7 mètres avant que l'élastique commence à s'étirer puis offrir une résistance. Donc, la personne va tomber comme ça, sous l'effet de la gravité. Puis, à partir de 7 mètres, bien là, elle va subir une tension dans l'élastique. Puis, à mesure que l'élastique s'étire, à mesure que cette tension-là augmente. Donc, on indique dans l'énoncé que l'élastique va s'étirer de 30 mètres. Fait qu'il faut comprendre ici qu'il y a comme un peu deux parties distinctes dans le mouvement. Donc, on demande en premier quelle est la constante de rappel de l'élastique. L'élastique, là, se comporte essentiellement comme un ressort, sauf qu'il ne peut pas être vraiment comprimé. Mais au niveau de l'étirement, ça se comporte de la même façon. Donc, on peut lui appliquer les équations qu'on a vues, que ce soit pour la force de rappel d'un ressort ou encore pour l'énergie potentielle élastique. Alors, si on considère le mouvement donc avec les informations qu'on connaît, vous savez, là, quand on travaillait en cinématique, il était important de séparer les calculs lorsque l'accélération changeait ou le type de mouvement changeait. Comme on sait, par exemple, ici qu'on a une accélération de 9,8 qui est constante au début, mais après ça, ce qu'on a, c'est une accélération qui est variable parce que la force de l'élastique varie. Donc, en fait, on pourrait toujours analyser par cinématique la première partie du mouvement, mais pas la deuxième, parce que l'accélération n'est pas constante. C'est pour ça qu'on va y aller par énergie. Puis aussi, par contre, par énergie, le point où je voulais en venir, c'est qu'on n'est pas obligé de séparer notre mouvement. Okay? On pourrait y aller directement du moment où la personne se laisse tomber, puis ça, c'est notre instant initial. Puis l'instant final, c'est quand il arrive au bout du mouvement, là, quand l'élastique est étiré au maximum. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc ici, si on considère ces points-là, ben j'ai choisi de mettre ma hauteur finale à 0. Puis ça va faire en sorte que ma hauteur initiale par rapport à ce point-là, pour les termes d'énergie potentielle gravitationnelle, ben ça va être 37 mètres. Donc si on regarde l'équation avec laquelle on va travailler, c'est le principe de conservation de l'énergie. On se pose la question, y a-t-il des forces non conservatives ici?
Alors, les forces qui agissent sur la personne, il y a la force gravitationnelle dans un premier temps, qui reste là après, puis ensuite embarque la force élastique, donc la force de l'élastique, là. Mais ça, ce sont les deux types de forces qu'on a vues comme étant conservatives. Donc, il n'y a aucune force non conservative ici si on néglige le frottement de l'air. Et on n'en parle pas, donc c'est le cas. Donc, ça veut dire que finalement, on peut oublier le terme travail non conservatif. L'énergie initiale va être égale à l'énergie mécanique finale. Puis là, j'ai énuméré tous les types d'énergie mécanique, puis on va regarder lesquels sont nuls. Donc, ça, c'est au début, initial, puis à droite du égal, c'est à la fin. L'énergie potentielle gravitationnelle au début n'est pas zéro, parce qu'on a une hauteur qui n'est pas nulle. Donc, ici, par contre, au début, l'élastique n'est pas étiré. Puis, la personne se laisse tomber. Donc, les deux autres termes d'énergie vont être nuls. À la fin, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle qui va être nulle parce qu'on va atteindre la vitesse, la hauteur de zéro. Puis, l'élastique va être très étiré. Lui, son énergie ne sera pas nulle. Mais on va aussi avoir une vitesse qui va passer par la valeur de zéro avant de changer de direction. Donc, l'énergie cinétique à la fin est également zéro. On travaillera donc seulement avec de l'énergie potentielle gravitationnelle au début qui devient de l'énergie potentielle élastique à la fin. Donc, le calcul est très direct ici. On va avoir mg fois la hauteur initiale égale 1/2 fois k fois l'allongement de l'élastique à la fin. Alors, on y va avec les valeurs qui nous sont fournies. Alors, on a la masse de 70 kg fois 9,8 fois la hauteur de 37 mètres au début. Puis, à la fin, on a l'allongement de notre élastique qui est de 30 mètres. Et puis, on peut donc isoler la constante d'élasticité de l'élastique. OK? Donc, la constante de rappel, ça nous donne ici 56,4 newtons par mètre. À remarquer ici que la masse de la personne ne s'annulait pas si vous considérez l'équation qui était présente. On en déduit que la constante d'élasticité de l'élastique choisi est importante pour des personnes de masse différentes. OK? Fait que quand on va faire un saut en bungee, la plupart des centres devraient vous peser ou vous demander votre masse, mais l'idéal serait de vous peser. Puis après ça, il va y avoir des élastiques d'élasticité différentes selon le poids. Puis ça, c'est la raison, c'est par exemple s'ils veulent l'effet là, que vous trempiez tout juste dans l'eau, comme la personne on a vu sur la vidéo, mais aussi pour que les paramètres font en sorte que il n'y a pas un retour trop brusque au bout de l'élastique, de sorte à faire en sorte que l'accélération qui agit sur votre corps puis votre cerveau, c'est la partie la plus importante, soit pas trop élevée, puis que ça demeure sécuritaire. OK, petite parenthèse, mais maintenant on continue. On demande en B quelle est justement l'accélération maximale subie par la personne. Donc, on doit s'assurer, par exemple, qu'elle est dans les normes. Fait que c'est quoi l'accélération maximale que la personne subit pendant son saut? Alors, on va regarder, à quel moment cette accélération maximale devrait arriver, mais j'ai déjà donné un peu un indice, là, mais il faut l'analyser. Donc, pendant la chute libre, on sait que l'accélération est de 9,8 mètres par seconde carré. Donc ça, on n'a pas à la calculer, on sait que c'est ça. La question, c'est est-ce que l'accélération, après ça, va, à un certain moment, être plus élevée que ça? Puis là, remarquez qu'on parle du module d'accélération, OK? Donc, si je regarde le diagramme des forces sur la personne, pendant la chute libre, on n'avait que la force gravitationnelle ou le poids. Par contre, à partir du moment où l'élastique commence à s'étirer, il y a une petite tension qui va apparaître. Au début, la tension va être très petite. Donc, il y a une partie ici, une partie du mouvement où la tension sera plus petite que le poids. Ça va faire en sorte que l'accélération va continuer d'être vers le bas, mais moins grande que 9,8. Fait que c'est certainement pas l'accélération maximale qui va être atteinte là. Là, la tension va augmenter, puis on peut supposer qu'à un certain moment, la tension va être égale au poids. J'ai-tu dépassé? Non, OK. À un moment donné, elle va être égale au poids. Fait que là, à ce moment-là, l'accélération va être zéro, mais juste pendant un bref instant. Puis après ça, la tension dans l'élastique va devenir plus grande que le poids. Puis c'est ça qui va permettre que la personne commence à avoir une accélération vers le haut, puis sa vitesse va diminuer. Donc, à partir de ce moment-là, la vitesse va diminuer jusqu'à atteindre une tension suffisante qui fait en sorte que le mouvement va changer de direction. Donc, l'accélération maximale possible
pendant la partie où l'élastique s'étire, ce serait quand la personne est rendue au bout du mouvement. Fait que là, la question, c'est est-ce que c'est plus grand que 9,8? On ne le sait pas. Donc, on va aller le calculer. Mais le plus grand qu'on pourrait avoir, c'est lorsque l'élastique est étiré au maximum. Donc ici, si j'applique la somme des forces égale la masse fois l'accélération, selon un axe des X ici qui va pointer vers le haut, OK, dans le sens de l'accélération, puis je devrais écrire AX ici pour la composante d'accélération. Alors, je vais avoir ici la tension dans l'élastique qui est positive, puis j'ai le poids qui est négatif. Donc, T moins P. Le T ici, ce n'est pas simplement une inconnue parce qu'on a une équation qu'on a vue. On ne l'utilise pas souvent, mais elle revient de temps en temps, puis elle va revenir peut-être au test 4. OK? C'est la loi de Hooke. Donc, la tension dans un élastique ou un ressort, c'est donné par K fois delta L. Donc, pas de carré dans cette équation-là. Hein? C'est delta L à la 1. Donc, la constante de rappel K, on l'a trouvée tantôt. Puis, on sait que l'allongement au point le plus loin, l'allongement maximum, c'est 30 mètres. Donc ici, on a notre force de tension dans l'élastique, puis on a la force gravitationnelle. Fait qu'on peut calculer l'accélération. Donc la composante d'accélération ici, ça va être une composante en X positive. Là. Ça nous donne 14,4 mètres par seconde carré. Ça, c'est plus grand que, en termes de grandeur que la valeur de 9,8 mètres par seconde carré. Donc c'est l'accélération maximale. C'est à cet endroit-là qu'on l'obtient. Puis, c'est là qu'on pourrait vérifier aussi, est-ce que c'est sécuritaire? Par exemple, ça, c'est pas tout à fait 2 fois le 9,8, donc il n'y a aucun problème, là, la personne n'aura pas des séquelles au cerveau. Mais pour certains, il y a des paramètres bien connus, là, à certains multiples de G, là, je donne un exemple, mais je ne sais pas c'est quoi les valeurs limites, là, mais peut-être à 4G, la personne perd conscience, puis à 6G, elle a des dommages au cerveau, hospitalisation, etc. Donc, ça, c'est des choses qui doivent être analysées avant de envoyer quelqu'un faire un saut au bout d'un élastique. OK, on demande ensuite quelle est la vitesse maximale atteinte par la personne pendant qu'elle descend. Ça, c'est pas dangereux. La vitesse, là, on peut aller à atteindre des vitesses très élevées tant que l'accélération s'est faite pas trop fortement ou pas trop abruptement. C'est pas dangereux. OK? Le problème avec l'accélération, c'est que c'est un changement de vitesse, puis dans le fond, le cerveau, il est possible vu qu'il flotte un peu là, dans la tête, dans la boîte crânienne, bien, il peut ne pas suivre exactement, bien, il va subir l'accélération de façon un peu différente que le reste du corps. Fait qu'il peut se faire comme un peu écraser contre la paroi du crâne. Donc, par contre, la vitesse, si l'accélération se fait doucement, comme par exemple si vous prenez l'avion, vous allez à des vitesses très élevées, mais il n'y a pas de problème. OK? Donc, ça contribue juste aux sensations fortes. OK? Fait que la vitesse ici continue d'augmenter. La personne, elle tombe, fait qu'elle accélère. Là. Sa vitesse est plus grande en termes absolus. Mais après ça, ça continue d'augmenter parce que l'accélération est encore dans le sens de la vitesse tant et aussi longtemps que la tension dans l'élastique n'est pas aussi grande que le poids. Après ça, on va atteindre un certain endroit où est-ce que la tension est égale au poids. Puis, à ce moment-là, on va avoir une accélération temporairement de 0. Puis ensuite, on sait que la tension va devenir plus grande que le poids, puis là, la personne va commencer à décélérer. C'est un graphique ici, si on trace le graphique là, à peu près approximatif de non pas la composante, la grandeur de la vitesse, non c'est la composante, excusez c'est négatif, composante de vitesse en Y par rapport au temps pour le mouvement. Au début on a la portion où l'accélération est constante, donc là on a une droite ici dont la pente est moins 9,8. Après ça c'est un peu plus complexe, ok? On a un mouvement ici où l'accélération va être variable, mais ce qu'on voit là c'est que dans le fond la vitesse va continuer à s'accentuer tant et aussi longtemps que la tension dans l'élastique n'est pas capable de compenser le poids de la personne. Donc, on a un extrémum ici, là, ou un maximum au niveau de la grandeur de vitesse à ce moment-là. Puis après ça, la vitesse va rediminuer. Donc, le point à analyser, c'est quand la tension va être égale au poids, la tension dans l'élastique. Il y a aussi une approche purement mathématique. Ça, c'est la déduction physique là, de la situation. Mais mathématiquement, vous avez vu qu'on a un maximum dans une fonction quand sa dérivée est égale à 0. Donc ici, on cherche un extrémum. Donc, c'est quand la dérivée de la vitesse va être 0 que la vitesse va être maximale.
Donc, la dérivée de la vitesse, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'accélération. Mais l'accélération ici est égale à 0 temporairement quand la tension dans le ressort est égale au poids puisque les forces s'annulent. OK? Donc, on va aller examiner. Ben, on veut la vitesse, OK? On veut la vitesse maximale, mais il faut d'abord savoir, pour calculer cette vitesse-là, il va falloir appliquer le principe de conservation de l'énergie, mais il va falloir savoir c'est où le point final. Donc, si on commence, on considère que la personne se laisse tomber, ça c'est le point initial. Bien, c'est où que la vitesse est maximale? C'est quand l'accélération est zéro, puis que les forces s'équilibrent. Donc, on va aller chercher la position de la personne en calculant ici, en appliquant la condition d'équilibre, OK? Donc, à l'instant qui nous intéresse, la somme des forces selon un axe Y qui serait vers le haut, disons, doit être égale à zéro parce que l'accélération est zéro temporairement. Donc, on a comme composante ici la tension qui est positive et le poids qui est négatif. La tension dans le ressort, on l'a mentionné tantôt, c'est égal à K fois delta L. Donc là, on veut trouver le delta L. On ne sait pas. Dans le fond, il serait faux de présumer automatiquement que, par exemple, c'est à mi-chemin du 30 mètres. Pas nécessairement. OK? C'est pas linéaire comme fonction. Donc, on a la constante de rappel de l'élastique. Fait que ce qui nous donne, si on le multiplie par le delta L, la tension dans l'élastique. Puis on sait que la tension doit être égale au poids de 70 fois 9,8. Donc, on obtient ici que c'est quand l'élastique va être étiré d'exactement 12,16 mètres que la vitesse va être maximale et l'accélération va être zéro temporairement. Ce n'est pas encore la réponse, mais ça va nous servir à trouver la réponse. Donc, maintenant, on va considérer une conservation d'énergie sur une portion du mouvement, là, où est-ce que cette position-là sera la fin. Donc, j'ai décidé de, ici, illustrer, bon, on sait que la personne tombe d'abord de 7 mètres, puis après ça, elle fait un autre 12,16 mètres avec l'élastique qui s'est étiré. Donc, si je reviens avec l'équation de conservation de l'énergie, on avait déjà parlé de ça tantôt, il n'y a pas de travail de force non conservative, fait que l'énergie est conservée. J'ai choisi comme instant initial quand la personne se laisse tomber. Donc, ici, on va avoir comme énergie initiale seulement l'énergie potentielle gravitationnelle parce que l'élastique n'est pas encore étiré et elle n'a pas de vitesse. À la fin, là, j'ai décidé de remettre la position. Je vais commencer ici, reconsidérer une nouvelle hauteur de zéro. Je ne la mets pas en bas aux 30 mètres, mais j'aurais pu. Okay? On aurait pu laisser le 30 mètres, disons, à l'étirement de 30 mètres, notre position zéro. Mais il aurait fallu calculer deux hauteurs différentes par rapport à ça. C'est pas bien compliqué, là. Mais là, j'ai décidé à la place que je vais considérer que ma hauteur zéro, c'est au point qui m'intéresse. Fait que ça veut dire que ce ne serait pas à 37 mètres au début, je vais recalculer la hauteur initiale. Donc, à la fin, on a l'étirement dans l'élastique. Puis, on cherche la vitesse. Puis, alors, on ne va pas dire que 0 est supposé être en fait maximal. Donc, ça, c'est notre équation. Alors, j'ai mg fois la hauteur initiale égale 1 demi fois k fois delta L au carré plus 1 demi mv carré. OK, donc comme j'ai dit, je recalcule ma hauteur initiale pour un 0 qui serait à l'endroit où l'accélération est nulle. Donc, je fais 12,16 plus 7, ce qui me donne une hauteur initiale de 19,16 et ce qui me permet de dire qu'à la fin, je suis à 0, OK, par rapport à cette hauteur-là. Alors, je fais mon MGH. Ici, j'ai aussi le delta L. On sait qu'à la position qui est là, c'est 12,16 mètres. Alors, ça me permet d'isoler ma vitesse. Et ma vitesse sera maximale parce que j'ai ici considéré la fin du mouvement à cette position-là où l'accélération est zéro. Donc, la vitesse maximale atteinte par la personne pendant sa chute, ça va être 16 mètres par seconde. On peut terminer maintenant avec la dernière question. Celle-là est très rapide à faire, c'est quelle est la puissance dans l'élastique à l'instant où la vitesse est maximale. Mais maintenant qu'on connaît la vitesse à ce moment-là, on va pouvoir calculer la puissance. Il va falloir calculer sa force aussi dans l'élastique, la force de l'élastique. Remarquez qu'ici, on prend la formule un peu avec la vitesse instantanée parce que la vitesse change tout le temps là, pendant que l'élastique s'étire. Donc ici, ma puissance instantanée va être égale à ma force au moment exact qui m'intéresse fois la vitesse à cet instant-là et cosinus de l'angle entre les deux. Donc, ma force, ce sera, encore une fois, rappel de la loi de Hooke, c'est la constante de rappel fois l'allongement de l'élastique. Puis ma vitesse, je viens de la calculer. L'angle entre les deux, bien, on a ici la vitesse la personne se dirige vers le bas,
mais la force de l'élastique qui est vers le haut. Donc, on a ici le cosinus de 180 degrés. Alors, on fait notre calcul ici avec la force de l'élastique à partir de la loi de Hooke fois le module de la vitesse instantanée cos de 180 et on obtient que l'élastique à ce moment-là fournit une puissance de moins 10 973 watts. Donc, ici, c'est une puissance négative parce que, dans le fond, l'élastique vient nuire au mouvement de la personne, ça vient la ralentir. Donc, c'est simplement en lien avec la direction là, de la force par rapport au mouvement. Donc, remarquez aussi que quand vous calculez une puissance, bien, ça va être un peu comme le travail. Si une force est perpendiculaire au mouvement, la puissance va être zéro. Donc, peu importe la grandeur de la force, ne perdez pas du temps à trouver une force à ce moment-là si elle est perpendiculaire.